Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Viva Culture, merci de votre fidélité. Cette semaine, j'ai découvert un nouveau lieu culturel à Deauville, les Franciscaines, ouvert depuis 2020, et j'ai interviewé Philippe Normand, qui est directeur culturel. Philippe Normand, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur culturel des Franciscaines depuis 2020, depuis l'ouverture. Et auparavant, vous avez été, à partir de 2005, responsable culturel à Deauville. Et c'est vous qui avez réfléchi, peut-être avec une équipe, à ce joli projet des Franciscaines. Il faudrait nous en parler. Oui, alors j'ai participé à une réflexion effectivement qui a associé le maire, les élus concernés et puis certains cadres de la mairie. Je pense en particulier à mes collègues qui sont responsables de la médiathèque et responsables du musée, à ce que pouvait être un nouveau lieu culturel inventant, innovant, dans le domaine des pratiques culturelles. C'est-à-dire qu'avec les franciscaines, très vite, l'idée s'est imposée de rassembler toute l'œuvre culturelle d'une ville dans un seul et même bâtiment. Oui, c'est très original. Non seulement c'est très original, mais à ma connaissance, il y a des musées médiathèques qui ont émergé à partir des années 20, et le Havre d'avant-guerre en était un bon exemple. Vous vous souvenez, et sur les cartes postales anciennes du Havre, on voit il y avait le musée-bibliothèque avec une face musée, une face bibliothèque. C'est toujours la même chose à Rouen, et ça l'a été longtemps à Grenoble avant la création et l'ouverture du musée de Grenoble dans les années 80, où effectivement, suite aux décisions du directoire en 1802, on avait décidé que les confiscations révolutionnaires devaient être partagées et qu'il était naturel que les œuvres aillent dans des musées et les livres dans des bibliothèques. Voilà, c'est ça. Et depuis, on avait toujours reproduit ce schéma sans se poser la question qu'à un moment donné, les livres pouvaient être dans des espaces communs aux œuvres. Et c'est ce qu'on a prouvé aux franciscaines, c'est-à-dire que c'est un exercice passionnant que d'organiser l'accrochage des œuvres et de mettre en dessous les œuvres des étagères, des rayonnages qui permettent de documenter les œuvres qu'on voit. C'est-à-dire que en dessous un tableau de Monet, on a une biographie de Monet, on a un livre d'art sur Monet, et en dessous une plage représentée par Eugène Boudin ou des paysages représentés par Eugène Boudin, on a à proximité les paysages normands décrits par Flaubert ou Maupassant. Mais c'est ça. Donc, vous avez, dans le fond, voulu casser les logiques de cloisonnement. Plus que casser, on a voulu construire. On a voulu construire. Oui, c'est vrai. Et cette volonté de construire nous a amené à repenser le rapport qu'on peut avoir aux œuvres, sachant que à titre individuel, chez vous, chez moi, chez ceux qui nous écoutent, il n'y a pas une pièce pour les livres et une pièce pour les œuvres. C'est-à-dire que les livres et les œuvres sont dans notre espace de vie, souvent à proximité d'un canapé où il est agréable de se poser pour les regarder, feuilleter, lire. Et c'est aussi une autre idée forte qui est venue aux franciscaines, c'est-à-dire de faire en sorte que l'art ne soit pas partagé dans un rapport solennel et un peu intimidant, mais qu'on se sente chez soi. C'est la raison pour laquelle Alain Moati, l'architecte, a fait en sorte que dans chaque espace des franciscaines, on ait des canapés accueillants, des fauteuils qui donnent envie de se poser. Et il y a même dans notre univers de art de vivre des nattes qui permettent de s'allonger pour se détendre ou lire les livres qui nous parlent du développement personnel ou de voyages dans des contrées qui font rêver. Donc vous déployez effectivement 4 thématiques en plus de celle de la jeunesse. Alors voilà, c'est-à-dire que toujours dans cette construction, au-delà des schémas habituels qu'ont les médiathèques ou les musées, les médiathèques, elles ont des logiques de classement depuis, je pense, le 19e siècle, qui fait que la littérature française est regroupée comme la littérature étrangère, comme les livres d'art, comme les livres sur les sciences, les livres d'histoire. Et dans les musées, on a souvent une organisation qui est chronologique par siècle, avec des salles qui nous permettent de parcourir les collections du musée à travers le prisme de l'histoire de l'art. Et bien là, on a choisi d'organiser, de mettre en commun dans des espaces communs les collections de la médiathèque et les collections du musée. Et pour ces 4 thématiques, il y en a 4 qui se sont imposées à nous, qui sont 4 thématiques liées à l'identité de Deauville, c'est-à-dire Deauville et la Normandie, parce que j'insiste, Deauville est une ville normande et Deauville est un lieu où
découvre et on partage la gastronomie normande, les paysages normands et la culture de la Normandie. L'autre univers, c'est le cheval, qui est fondamental pour Deauville. Je vais souvent remarquer que la carte de Deauville, bien qu'on n'ait jamais cherché à en faire exprès, la carte de Deauville ressemble à une tête de cheval de profil. Et puis, donc deuxième univers, le cheval. Troisième univers, art, cinéma, spectacle. C'est une histoire très riche à Deauville, forcément, mais c'est surtout le lieu où on propose les DVD, on propose les livres en lien avec le cinéma, les mémoires d'acteurs, le spectacle vivant, tous les livres sur l'histoire de la musique, l'histoire de la danse. Et puis un dernier univers qu'on a appelé Art de vivre, qui se trouve dans un endroit un peu au calme des franciscaines, et qui est art de vivre, qui regroupe tout ce qui fait le sel de la vie, c'est-à-dire la gastronomie, l'œnologie, le développement personnel, les voyages. Et avec ces 4 univers, on a réussi à répartir la plupart de nos collections. Et l'autre grande idée, c'est qu'il y a une salle à manger, qui s'appelle le réfectoire, qui est un restaurant. Et dans ce réfectoire, les murs sont remplis de livres où on trouve les romans, les encyclopédies et les usuels pour donner envie, quand on déjeune seul ou de prolonger un déjeuner en s'emparant d'un roman, d'une encyclopédie, et même les Pléiades sont dans le restaurant. Oui. Et vous avez constaté d'ailleurs que cette libre circulation, je crois que l'architecte appelait ça le ruban de la connaissance. Pour l'organiser, effectivement, il a créé ce qu'il appelle un ruban de la connaissance. C'était un rayonnage qui serpente dans les 3 ailes du bâtiment sur chaque étage et qui permettent de faire se succéder des vitrines pour des objets rares et précieux, des rayonnages pour les livres et des cimaises dans la partie supérieure de ce linéaire, sachant que la partie inférieure permet de mettre en valeur des livres qui commentent et qui documentent les œuvres qu'on peut regarder. Voilà, donc vous avez constaté que cette présentation attire les publics. Et des publics larges. Des publics très larges, puisque comme tous les lieux de culture, on développe des actions culturelles avec des publics qui en sont éloignés, mais aussi la force des franciscaines fait que les commerçants de Deauville se sont emparés des franciscaines, les hôteliers de Deauville se sont emparés des franciscaines, les religieuses. Alors, il faut savoir que les franciscaines, les religieuses franciscaines, quand elles ont quitté le lieu, ont construit un couvent beaucoup plus aux normes du confort d'aujourd'hui, dans un terrain qui était leur ancien potager, qui jouxtait le bâtiment historique. Et elles ont reçu une nouvelle mission il y a quelques années, qui est d'accueillir les sœurs aînées. C'est-à-dire que elles sont devenues un peu établissement de placement pour les religieuses âgées. Eh bien, ces religieuses âgées, elles se sont emparées des franciscaines, on les voit arriver, tantôt avec un déambulateur, tantôt avec une canne, et elles s'emparent des livres. Elles font partie des premières adhérentes qui souscrivent aux franciscaines. Et les jeunes, alors sans doute, viennent avec leur lycée, leur collège. Mais est-ce qu'ils viennent aussi d'eux-mêmes ? Alors, non seulement ils viennent, parce qu'ils se sont aperçus que c'est, comme dans toutes les médiathèques, c'est un endroit précieux pour travailler. On se pose, on peut s'isoler, il y a des espaces de travail, on peut être isolé, on peut être connecté bien sûr, et puis on leur permet, parce que c'est ça aussi la force de rassembler toute l'œuvre culturelle dans un même lieu, c'est qu'on leur permet, avec un seul et même abonnement, de pouvoir à la fois emprunter des livres, d'avoir des réductions sur les spectacles et d'avoir un accès privilégié aux expositions. Ils deviennent ce qu'on appelle franciscaines, et quand on a moins de 20 ans, on devient franciscaine pour 1 euro par mois, 12 euros par an. Ah oui. Oui, c'est très avantageux. Et il y a beaucoup de jeunes qui en profitent. Beaucoup de jeunes qui en profitent et beaucoup de familles qui en profitent. Et beaucoup de familles. Parce qu'on a mis en place aussi un principe à l'échelle de la famille, c'est-à-dire un couple avec 2, 3 ou 5 enfants, peu importe, peut pour 100 euros par mois faire adhérer toute la famille à l'ensemble des avantages que j'évoquais tout à l'heure lorsqu'on est franciscaine. Ah oui, 100 euros pour l'année. Et il y a une autre dimension qui a beaucoup de succès aussi auprès des jeunes. Oui. Alors bien évidemment, on a une collection de mangas qui, comme dans toutes les librairies, fait un carton chez les jeunes, mais on a aussi une dimension ludothèque. Donc il y a beaucoup de familles qui empruntent des jeux, et surtout nos résidents secondaires, l'hiver, peuvent emprunter des jeux de société le temps du week-end ou le temps d'une semaine et le ramener la semaine d'après. Ah oui. Alors il faut dire que vous avez quand même un lieu exceptionnel. Le lieu, il est exceptionnel dans sa dimension historique, parce qu'effectivement, c'est
c'est un des plus beaux et des plus vastes bâtiments patrimoniaux de Deauville. Je rappelle que c'est un couvent qui a été construit, un couvent et un orphelinat, parce que la grande allée d'entrée, en fait, était une espèce de frontière entre l'espace des orphelines et l'espace des religieuses. D'accord. Donc ce couvent du 19e siècle, il a été totalement restauré, remis en valeur, avec des aménagements très modernes. Et cette grande idée de l'architecte a été que ce cloître de 400 mètres carrés... Qui avait des vignes et des roses. Absolument. A été recouvert d'une magnifique verrière. Oui. Et cette verrière, pour lui donner une espèce de monumentalité, l'architecte a eu l'idée de faire rentrer à l'intérieur de cette verrière un nuage. Au départ, il avait imaginé un nuage avec un petit grillage froissé, un peu à la Franck Gehry, là. Et puis, à ce coup, il a eu une révélation. Il s'est dit, il faut faire rentrer un nuage semblable à ceux qu'il y a dans les ciels de Jeanne Boudin ou l'étoile d'André Hambourg. Et il a dit, comme on est en Normandie, je vais faire un grand nuage qui pleut. Donc, c'est cette idée de cette demi-sphère constituée de 14 285 tubes de polycarbonate en demi-sphère, qui a la particularité de diffuser la lumière dans la journée, de capter les rayons du soleil, et le soir, de créer une masse lumineuse sur un fond noir. Oui, c'est magnifique. Oui, oui, oui. Donc on est à la fois dans un lieu où les gens se sentent bien, une rénovation architecturale spectaculaire et formidablement réussie, et puis un lieu où toute la culture se partage. Beaucoup de gens nous disent, moi je suis rentré au Franciscaine, je pensais rester une demi-heure, je suis resté 4 heures. Oui. Parce qu'effectivement, il y a une salle qui nous sollicite, on arrive dans le cloître, on peut lire la presse, on peut lire les nouveautés de romans, on décide d'aller prendre un café, on peut le prendre en terrasse, après on va voir des expositions, après les expositions il y a une conférence qui arrive, et puis la conférence s'achève, on dit je vais rester parce qu'il y a un spectacle ce soir à 19h30. Oui, c'est-à-dire que vous avez un seul lieu, ce qui matériellement est magnifique pour les spectateurs, mais aussi sans doute une seule programmation, une seule brochure, un seul site internet, une seule infolettre. Voilà, ça c'est très pratique. Et puis une coordination de fait. Et une coordination. C'est-à-dire qu'on on va pas faire la rencontre avec un auteur majeur le même soir qu'un spectacle important. Oui, bien sûr. Et en plus de ça, c'est vrai. Aujourd'hui, les médiathèques et les musées ont évolué. Beaucoup de médiathèques et de musées, par exemple, disposent d'un auditorium. Oui. Pourquoi faire un auditorium dans le musée, un auditorium à la médiathèque, quand il y a la salle de spectacle qui peut aussi faire fonction? Nous, on a aménagé la chapelle, une salle de 230 places, tantôt on y présente des spectacles, tantôt on y présente des rencontres littéraires, tantôt on y fait des conférences ou des rencontres en lien avec nos expositions. Oui. Et puis comme c'est une salle gradinée avec des gradins rétractables, on peut aussi repousser tous les gradins, y faire des balles dans une programmation culturelle un peu originale, y faire des dispositifs scéniques un peu innovants aussi, mais dans le modèle économique qui est celui des franciscaines, y organiser aussi du réceptif, un dîner ou un salon. Oui. Je crois que vous avez beaucoup de mécènes. Alors il y a eu beaucoup de mécènes effectivement sur la construction, et on a tissé des liens particuliers aussi avec du mécénat. Vous savez, le mécénat, c'est un dialogue, il faut que chacun s'y retrouve, et le lieu aide aussi à créer une relation équilibrée entre l'accompagnement des mécènes et les attentes des mécènes. Alors je crois que vous avez bénéficié aussi d'une donation d'un peintre. Alors c'est ce qui a permis effectivement aux franciscaines, à un moment donné, le grand projet culturel de Deauville qui avait émergé sous l'impulsion de Philippe Augier, son maire, Philippe Augier, c'est très important dans l'idée des franciscaines et dans la création. Il est devenu maire en 2001. C'est-à-dire que Philippe Augier rejoint la municipalité de Deauville en 1995, et on lui propose d'être maire adjoint au tourisme. Et là, cette intuition qui est de dire, il ne peut pas y avoir de tourisme sans attractivité, il n'y a pas d'attractivité sans offre culturelle. Il faut que la ville de Deauville s'empare de la culture et se donne une compétence culturelle, chose qu'elle n'avait pas, parce que comme c'était une ville de casino, pendant longtemps, la ville s'était reposée sur le casino pour l'offre de spectacles et l'accompagnement de certaines manifestations culturelles. Du divertissement plutôt. Oui, du divertissement, ou même le Festival du cinéma américain, qui était un projet culturel, était un projet qui était accompagné et porté par le casino. Et en 1995, Philippe Augier, maire adjoint à la culture et au tourisme, crée ce service culturel, développe des festivals, et à partir de 2001, quand il devient maire, l'idée forte est de créer un lieu de culture à Deauville. Et dans un premier temps, ce lieu de culture est pensé comme étant un théâtre et médiathèque. Et
La crise des subprimes vient en 2007, vient contrarier ce projet, le repousse de quelques années, et en 2009, on a une donation extraordinaire de la veuve du peintre André Hambourg, qui nous lègue le fonds d'atelier du peintre, qui nous lègue 500 tableaux, 3000 dessins et la collection personnelle du peintre avec des tableaux de Marie Laurencin, de Van Dongen, de Fujita, du Trio, de Vlaminck, qui sont des œuvres que tout peintre constitue sur le principe des échanges et des cadeaux. Et là, il y a une dimension musée qui intervient. Et dans cette dimension musée, on décide donc qu'il va falloir un lieu qui rassemble toute l'œuvre culturelle, parce que beaucoup de villes de la dimension de Deauville continuent d'avoir dans un quartier de la ville sa médiathèque, dans un autre quartier son musée, puis dans un autre espace de la ville son théâtre. Bien sûr. Et là, toute l'œuvre culturelle est réunie dans un seul et même bâtiment avec tous les avantages qu'on a évoqués. C'est sans doute possible parce que la ville n'est pas si grande que ça. Oui, mais regardez, une ville comme Deauville, il faut la penser dans sa communauté de communes, et j'ai envie de dire dans les 14 communes qui sont bien touches. sûr. C'est un bassin de population de vie permanente de 20 000 habitants. Ah oui. Donc 20 000 habitants, c'est Lisieux, c'est plus que Lillebonne ou Bayeux. Quand je parle de Lillebonne ou Bayeux, Bayeux, on a une riche offre culturelle, mais avec des bâtiments distincts. Oui, c'est vrai. Oui. Alors c'est le fruit d'une histoire aussi. Hein. Oui. C'est vrai que Deauville n'avait pas de musée, Deauville n'avait pas de théâtre et Deauville n'avait pas de médiathèque. Mais on aurait pu, j'ai envie de dire, pour des raisons pratiques ou des raisons économiques, dire on va d'abord construire une médiathèque, après on verra pour le musée, puis après on verra pour le théâtre. Oui. Et non, là l'idée forte, et c'est Philippe Augier qui l'a portée, a été de dire on va créer simultanément l'ensemble de cette œuvre culturelle dans un seul et même lieu. Oui. Et il a été appuyé par l'architecte... Ça a surtout été concrétisé par Alain Moati, architecte, qui a remporté un concours d'architectes sur lequel il y avait plus de 150 agences qui avaient participé, dont des agences très connues, parce qu'on en avait retenu au final 5. Oui. Et sur les 5 agences, c'est effectivement Alain Moati qui a eu la traduction la plus juste, la plus en phase avec nos attentes. Oui. Et ça a été finalement accepté très facilement, cette idée. Ça a été accepté très facilement en interne par la population. Ça a un petit peu coincé auprès de nos tutelles. Oui. Parce que même dans nos tutelles, quand vous regardez, dans une direction régionale des affaires culturelles, vous avez une conseillère pour les musées, une conseillère pour le livre et une conseillère pour les arts vivants, pour le spectacle vivant. Et à un moment donné, on expliquait le projet. Et puis, il y a un conseiller livre ou un conseiller art plastique musée qui disait « Oui, d'accord, mais le musée, il est où dans le bâtiment ?»« Mais d'accord, mais la médiathèque, elle est où dans le bâtiment ?» Il dit « Non, elle est partout. Et le musée, il est partout. » Ah oui. Effectivement, là ça a un peu perturbé. Comme par exemple, beaucoup de musées, des plus prestigieux aux plus modestes, ont le label qu'on appelle Musée de France, qui est une labellisation qui reconnaît une certaine respect, une charte, etc., que nous on respecte aussi, mais à un moment donné, la direction des musées de France, pour nous labelliser Musée de France, elle était troublée, quoi. Elle a dit oui, mais attendez, mais vous mettez les livres à proximité des tableaux, mais ça on n'a pas. Donc à un moment donné, on a dit c'est pas grave, ne nous donnez pas le label Musée de France. On existera quand même, et en fait on s'aperçoit que pour nos expositions, on emprunte des tableaux au musée d'Orsay, on emprunte des tableaux au Centre Pompidou, on emprunte des tableaux au département des Antiquités du Louvre, on a tous les prêts qu'on veut dans cette musée de France, parce qu'on a les garanties, on a les conditions adaptées. Ça, vous n'avez pas de problème d'assurance? Non, puis vous savez, c'est aussi des conditions d'hygrométrie, de température constante, et de surveillance, et de sécurité. Oui, voilà. On coche toutes les cases, donc il n'y a aucun problème. On a ses prêts, mais par contre, c'est vrai que par exemple, la direction des musées de France, un concept comme les franciscaines, ça trouble. Oui. Alors, je crois que vous êtes havrais d'origine. Moi, je suis havrais, oui. Je suis né au Havre. J'ai vécu les 24 premières années de ma vie au Havre. Et je le dis souvent, c'est grâce à la dynamique culturelle du Havre des années 70-80 que j'ai découvert l'art, la culture. Et que j'ai... Avec la Maison de la Culture? Avec la Maison de la Culture, mais pas que. Avec aussi toute une politique d'accompagnement de la ville avec le théâtre amateur, qui a été pour moi une école. Avec toute la politique culturelle
et socio-culturel de la municipalité de l'époque, qui avait eu l'idée de créer tous ces centres culturels dans les quartiers qu'on appelait des CLEC, voilà, qu'on appelait des CLEC, et qui permettaient à de jeunes initiatives artistiques à Vresse de commencer à se structurer en rayonnant sur un premier réseau qui permettait, en lien avec les grandes institutions culturelles, de toucher un public dans des quartiers. Tout à fait. Et même si moi j'étais un habitant du centre-ville et que j'adorais parcourir tous les lieux, Choquant, Saplemont, Cocrioville, pour découvrir des artistes dans une proximité incroyable. Toute la politique de la Maison de la Culture, je dis souvent qu'il y a des rencontres qui ont été pour moi fondamentales. C'est le jour où une troupe de théâtre est venue jouer l'Étourdi de Molière dans le gymnase de mon collège. Oui. Et puis qu'après on a pu approcher les artistes qui démontaient le décor et parler avec eux. Puis il y avait d'autres camarades qui étaient plus fascinés par la technique, qui allaient à la régie pour voir les consoles d'éclairage, les petites consoles lumière et les tables de mixage son. Oui. Et puis j'ai été encouragé à la fois par une programmation qui m'a nourri. J'ai été encouragé. C'est simple. J'habitais en face de la bibliothèque municipale, rue Casimir-Périer. Oui. Et j'étais à 200 mètres du théâtre de l'Hôtel de Ville. C'est ça. Donc l'adolescence a fait que ça a été ma deuxième maison. Et le samedi après-midi, lorsque la pluie venait, j'allais me réfugier, me mettre à l'abri au musée des Beaux-Arts, dans ce grand foyer où je pouvais me poser. Puis à chaque fois, je visitais les collections. Donc que ce soit mon éveil à la peinture, mon éveil au spectacle vivant et mon goût des livres, tout ça, je le dois au Havre, aux équipements culturels que j'ai pu fréquenter dans les années 70-80. Oui. Et du coup, vous avez une formation artistique ? Oui, alors il y a une formation artistique qui est née de cette grande curiosité qui a été encouragée et nourrie par une politique culturelle et les équipements que j'évoquais. Et puis après, très rapidement, après une petite parenthèse dans l'enseignement, j'ai souhaité intégrer tout un réseau qui était le réseau des scènes nationales et des maisons de la culture, avec une formation qui était à l'époque une formation portée par l'ensemble des scènes nationales, et qui s'appelait la formation de cadre d'entreprise culturelle, qui était une formation homologuée par le ministère de la Culture et accompagnée par le ministère de la Culture, et qui, chaque année, sélectionnait 14 lauréats pour un cursus de formation de 2-3 ans, dans lequel on était accompagné sous forme de compagnonnage par tout le réseau des centres dramatiques, des scènes nationales et des centres chorégraphiques pour des stages courts, des sessions de formation. Et c'est ce qui m'a permis très rapidement de partir du Havre pour Grenoble. Il y a toujours eu un axe, le Havre-Grenoble. Et j'ai vécu ma première expérience professionnelle, j'ai touché mon premier salaire de responsable culturel en travaillant au service communication de la Maison de la Culture de Grenoble. J'avais 24 ans. Ah voilà. 25. Avec Galota ? Et après, j'ai rejoint Jean-Claude Galota, avec qui j'ai travaillé pendant 9 ans. Ah oui, c'est ça. Et je revenais régulièrement au Havre, parce que le Galota a tissé des liens forts avec le Havre. Et je venais régulièrement avec Galota au Havre, dans un lieu qui était plein de souvenirs pour moi, et d'échos et d'amis que je conserve dans cette ville. Et puis, à un moment donné, même si je me suis un peu éloigné de cette ville, j'ai eu envie de renouer culturellement avec elle. Et ça a été dans les années 2000, en 2001. J'avais créé avec des camarades havrais une association qui s'appelait Queneau et Le Havre and Queneau, et qui s'était donné pour finalité de réinscrire Raymond Queneau dans la ville où lui avait vécu les 17 premières années de sa vie. Et on va dire que de 2001 à 2005, sachant que l'année du centenaire de Raymond Queneau était 2003, on a déployé tout un ensemble de manifestations autour de Raymond Queneau, qui était un artiste, qui était un écrivain passionné par le théâtre, le jazz, la chanson, le cinéma, qui a permis de tisser des liens bien au-delà de ce qu'on pouvait uniquement porter dans une médiathèque, et ce qui nous a permis de faire un certain nombre de rendez-vous pour partager avec le Havre la passion de Queneau pour la chanson, la passion de Queneau pour le cinéma. Je me souviens d'une rencontre qu'on a faite avec Jean-Pierre Mocky, qui avait été un collaborateur de Raymond Queneau et qui était venu à notre invitation à ce qui était encore l'Éden. Et on a développé un certain nombre d'actions comme ça. Et ce qui est amusant, c'est que dans le cadre de ce centenaire, pour la première fois, j'ai eu l'idée avec l'association de poser une plaque sur la maison natale, l'appartement de Raymond Queneau. Et cette plaque a été le prémisse d'une pratique
qu'on a ensuite développé à Deauville, parce qu'à Deauville aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de plaques qui évoquent le séjour de Colette, de Nijinsky, de François Sagan, Voilà. la maison de Jean Gabin, etc. Oui. Et depuis cette première initiative havraise, j'ai décliné ça, ce qui fait que, de façon affectueuse, des amis m'appellent Philippe Normand tête à plaque. On va peut-être présenter très rapidement l'exposition qui a lieu en ce moment. Alors en ce moment, effectivement, les franciscaines ont 2 espaces d'exposition. Une grande salle d'exposition, on va dire, pour des expositions de grande envergure, je parle en termes de superficie. Et puis une aile du cloître avec une salle qui lui est adjointe, qu'on a appelée la Galerie des Maîtres, qui est plutôt à rapprocher d'un cabinet de curiosité et sur lequel, pour l'instant, on a fléché une piste et un axe artistique qui est de présenter des collections privées comme dans un cabinet de curiosité. Et là, on a inauguré aujourd'hui une exposition consacrée à Fernand, à Nadia et Fernand Léger, avec des gouaches, des petits formats, qui sont souvent des petits formats qui ont été des formats préparatoires à des œuvres plus importantes, puisque Fernand Léger travaillait en 3 étapes. Il y avait des esquisses au crayon, après il y avait des gouaches en couleur, et à partir de ces gouaches en couleur, qui étaient souvent sur des formats A4 ou A3, il réalisait ces grands tableaux. Et puis, Fernand Léger a développé au sein d'une académie qu'il a longtemps dirigée, tout un travail avec une assistante qui était originaire de Biélorussie, qui s'appelait Nadia Kodosiewicz, et avec Nadia, qui est devenue son assistante, la responsable de son atelier. Elle est devenue sa complice artistique, elle est devenue sa complice, je pense, amoureuse, sa compagne, et puis à la fin, elle est devenue son épouse, et elle a elle-même développé une œuvre qui est quelquefois restée un peu dans l'ombre de Fernand Léger, alors que pour moi, elle a aussi une très grande force. Et à un moment donné où se pose beaucoup la question de la création des femmes et de la période trop longue pendant laquelle on a un peu occulté les femmes peintres, et ben là on met sur un même niveau d'égalité l'œuvre de Nadia Léger et de Fernand Léger. Voilà. Ça, c'est une vingtaine d'œuvres avec à égalité entre Fernand et Nadia Léger, avec entre autres une très belle série de gouaches sur les constructeurs de Fernand Léger, ces hommes sur les poutrelles, là, ces ouvriers sur les poutrelles, et puis beaucoup de choses que Fernand Léger a peint en Normandie, parce qu'on l'oublie. Fernand Léger est normand, il était né à Argentan, il a fait ses études d'architecte à Caen, et il a hérité en 1922 d'une ferme familiale qui appartenait à sa mère, à Lisor, au sud de Livaro, au sud du Pays d'Auge, et une ferme où il se rendait régulièrement, et d'où non seulement il fréquentait la côte normande, mais où il accueillait ses amis. Les amis de Fernand Léger, c'était Le Corbusier, Charlotte Perriand, les Fratellini, Sandrars. Blaise Sandrars, avec qui il a également composé des ballets pour les ballets suédois dans les années 20. Voilà. Eh bien, écoutez, on va inciter nos auditeurs à venir visiter cette exposition et puis aussi à déambuler dans les franciscaines. Déambuler dans les franciscaines. Et je rappelle que les franciscaines sont ouvertes 6 jours sur 7, 11 mois sur 12. Donc on ferme en janvier, mais on vient de réouvrir à la fin janvier. On est ouvert du mardi au dimanche, on est juste fermé le lundi. Voilà. Eh bien écoutez Philippe Normand, un grand merci. Merci à vous de votre accueil et je salue tous les amis havrais que j'ai conservés. Réciproquement. Au revoir. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à 2 pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, et t'éclaire de ses phares. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé.
que je percevais hier encore, dans leur exactitude, ont perdu leur densité. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer. Nous venons d'écouter la très belle chanson de Clara Isé, Le monde s'est dédoublé. Clara Isé est l'invitée du 19e Festival de Deauville, Livres et musique. C'est un festival qui dévoile les liens unissant littérature et musique, mots et notes, et romancier, illustrateur, auteur de BD, auteur jeunesse, écrivain, chanteur et musicien se retrouvent le 6 mai aux franciscaines pour des concerts littéraires, des rencontres inédites, des tables rondes et des ateliers qui explorent, commentent et illustrent les liens et rebonds entre écriture et musique. Bonne semaine à vous, rejoignez-nous, adhérez, soyez comme nous des spectateurs passionnés des arts et à bientôt, au revoir.